Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes deux préopinants ont un avantage parce qu'ils ont des normes sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ça ancre leur travail. Hein. L'article 19 du TUE était mentionné, ainsi que l'article 6, je veux dire, de la charte. Mais dans mon cas, hein, il y a des règles non contraignantes, c'est plus compliqué. On ne peut pas simplement s'appuyer sur une norme. Et j'aimerais euh, vous parler d'une opinion que j'ai prononcée, d'une expérience que j'ai faite. Hein, et j'imagine que vous avez tous rencontré dans votre rôle de juge ou d'expert, où il a été particulièrement difficile pour chacun de nous de parvenir à un compromis où il faut lutter hein, longuement hein, pour que chacun ait l'impression de pouvoir apposer sa signature au bas d'une décision. Pour moi, l'un des exemples les plus impressionnants était la lutte menée au sein de la Commission de Venise pour parvenir à une compréhension commune de ce qu'il convient d'entendre par normes européennes en matière d'indépendance des juges. Les rapporteurs étaient le président de la Cour constitutionnelle russe, M. Zorkin, le professeur de droit pénal italien, M. Nepi Modena, le juge retraité de la Cour suprême islandaise, M. Thorfarsen et moi-même, pour donc prononcer un avis sur l'indépendance des juges en Europe. Le principal problème était en fait la division Est-Ouest. Alors que les États d'Europe centrale et orientale s'efforçaient, après 1989, de construire de nouveaux systèmes judiciaires et que la création de conseils de la magistrature, certains arrangements structurels et organisationnels semblaient être les meilleures pratiques. Les représentants des soi-disant vieilles démocraties, hein, qu'elles ne voyaient pas comment imposer certaines normes objectivement raisonnables, alors que sans s'y conformer, il était néanmoins possible de construire un système judiciaire qui inspirait confiance, comme cela avait été prouvé pendant de nombreuses décennies. Pourquoi donc réinventer la roue si toute une partie de l'Europe, en fait, peut s'en passer et l'approuver pendant longtemps? Le compromis a été trouvé dans la formule suivante que j'aimerais citer. En Europe, il existe une variété de systèmes différents de nomination des juges. Il n'y a pas de modèle unique qui pourrait s'appliquer à tous les pays. Ensuite, dans les démocraties plus anciennes, l'exécutif a parfois une influence décisive sur la nomination des juges. De tels systèmes peuvent fonctionner correctement dans la pratique et permettre l'indépendance du pouvoir judiciaire, car ces pouvoirs sont limités par la culture et les traditions juridiques qui se sont développées au fil du temps. Troisièmement, les nouvelles démocraties n'ont cependant pas eu encore l'occasion de développer ces traditions qui peuvent prévenir les abus et donc au moins dans ces pays, des dispositions constitutionnelles et statutaires explicites semblent nécessaires comme garantie pour prévenir les abus politiques dans la nomination des juges. Ça signifie que la Commission de Venise, qui s'efforce de créer une même norme valant pour tous, a dû trouver cette formule pleine de distinguos et s'en satisfaire. Il y a, me semble-t-il, un élément qui est aussi important pour la discussion sur l'indépendance judiciaire en Allemagne et en Suisse, justement. Hein, savoir pourquoi on ne va pas forcément imposer une norme qu'exigent d'autres pays. Et sujet donc du compromis qu'avait trouvé la Commission de Venise, j'aimerais vous présenter en fait
trois exemples du travail très actuel de la commission de Venise qui fonctionne un peu comme un sapeur-pompier de l'état de droit que je vous illustrerai pour aborder ensuite la question de l'indépendance de la justice comme garante de la primauté et du droit. Mes exemples portent sur l'Albanie, la Russie et la Pologne. En Albanie, on s'est rendu compte que le système judiciaire était complètement, pourrait-on dire, corrompu et que ce n'était pas un problème, en fait, que l'on pouvait résoudre rapidement. C'est tellement habituel, par exemple, de devoir payer tellement pour un poste de juge que si vous n'étiez pas corrompu dans vos décisions, vous ne pouviez pas rembourser votre dette. Et on voulait donc inverser cette tendance. La méthode pour y parvenir a été d'envisager une vetting procedure, une procédure de vérification portant sur les juges déjà nommés et ceux encore à nommer, où ils devaient divulguer tous leurs avoirs propres, mais pas seulement les leurs, mais aussi les avoirs des partenaires sur 20 à 30 ans, ceux de leurs parents, etc. Il s'agissait donc d'une vérification d'une ampleur incroyable exercée par une commission indépendante. Par exemple, on vérifiait si quelqu'un avait un logement qu'il ne pouvait pas se permettre avec son juge. Alors, en fait, les résultats étaient négatifs. Eh bien, en conséquence, presque tous les juges ont échoué au terme de cette procédure. Et au fond, la Cour institutionnelle, il n'y avait plus en fait de juge. Il y a seulement une femme juge qui reste en fonction à la Cour suprême, mais son mandat a effectivement expiré. Et à la Cour constitutionnelle, il n'y avait plus qu'un juge dont le mandat avait en fait expiré. C'était un peu un blocage pour ce mécanisme de remplacement de la Cour constitutionnelle parce qu'un tiers était désigné par le président, un tiers par le Parlement, un tiers par la Cour suprême. C'est pourquoi la Commission de Venise a été saisie pour intervenir parce qu'avec la procédure de vérification suivait de bonnes intentions, mais tout avait été ensuite bloqué en conséquence. Alors, la commission de Venise a examiné cette affaire. Donc, cet exemple avec la procédure de vérification qui était bien intentionnée, en fait, on n'a pas réussi à résoudre un problème qui était endémique depuis très, très longtemps. J'aimerais vous donner un deuxième exemple qui porte sur la Russie, qui est très récent, où on a modifié la constitution nationale. Et, la commission de Venise a examiné cette révision parce qu'il y a des points qui concernent la justice, notamment, par exemple, le président de la Fédération russe peut nommer et révoquer les présidents, les vice-présidents et les juges de tous les tribunaux fédéraux. Il peut aussi donc prendre l'initiative de la procédure de révocation. C'est lui qui l'initie et c'est ensuite le conseil de la fédération qui l'exécute. En cas d'atteinte à l'honneur, à la dignité du rôle de juge, ainsi que toute autre situation définie par la loi qui montre que le juge est incapable de continuer à exercer ses fonctions, cette révocation peut intervenir. Et on peut voir de problèmes de fond, la dépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif, parce que si le président a tous les droits, de nommer comme de révoquer, et cela sur la base de critères définis de manière trop vague. En effet, normalement, les normes européennes demandent qu'on doit établir clairement dans quelles circonstances un juge doit être limogé.
Et la commission de Venise a été priée de formuler son avis. Mais on voit que ces deux exemples, du point de vue constitutionnel, montrent que la tendance est à l'affaiblissement de la justice et à la dépendance du pouvoir judiciaire face à l'exécutif. Mon troisième exemple est la Pologne. Le professeur Voskuhl en a déjà beaucoup parlé. Et en lien avec la CJUE, on connaît beaucoup des affaires examinées aussi bien par la CJUE, comme je l'ai dit, mais aussi par la commission de Venise qui a formulé un avis en 2020 au sujet de l'interdiction de douter qu'un juge nommé par le président soit un juge légitime. Et la commission de Venise devait approuver le fait que, en fait, l'arrêt de la CJUE ne devait pas être respecté et que une chambre extraordinaire pouvait, elle, statuer. Or, nous estimions que cette chambre que la CJUE considère illégitime ne convenait pas dans son rôle de sapeur-pompier de l'État de droit de la commission de Venise. Et on voit bien avec ces exemples que la Constitution brûle de plus en plus dans bien des maisons d'Europe. Et nous sommes appelés à formuler des avis sur l'indépendance de la justice. Et par ailleurs, la Commission de Venise a aussi pour rôle de formuler des prises de position de principe sur des questions de fond, comme elle l'a fait par exemple sur la prise de position sur l'indépendance de la justice datant de 2010. Comme je vous l'ai dit, la Commission de Venise ne dispose pas de normes. Elle suit en fait complètement la jurisprudence de la CJUE. Tout ce que arrête la CJUE est repris par la CV, ainsi que la jurisprudence de la CJUE et l'ensemble des principes basiques d'indépendance of the judiciary et aussi la charte européenne sur le statut des juges, toutes les recommandations qui peuvent avoir valeur de norme. Mais c'est une méthode de travail qui pose des problèmes. Non seulement pour l'Europe, mais on inclut aussi des arrêts sur des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi des instruments non contraignants auxquels nous avons recours pour formuler nos avis. Or, l'idée de la norme Europe et qu'elle doit évoluer avec le temps. Alors, à la question de savoir si la Commission de Venise a eu du succès. Il faut dire que la Cour de justice de l'UE juge déjà sur l'état de droit, le contrôle, mais seulement pour ses États membres. Or, la Commission de Venise, elle statue pour d'autres pays aussi. Et son bilan est mitigé. Comme par exemple en Albanie, on voit que concrètement, un juge qui avait été nommé, finalement a été considéré non nommé en suivant l'avis de la Commission de Venise. Et ailleurs, on voit aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a repris des décisions de la CV, qu'elle les a donc ainsi anoblies. Mais dans l'exemple de la
Pologne, cela n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, nous allons également considérer les cas de l'Allemagne et de la Suisse. Alors, il y a des autres questions qui entrent en ligne de compte. Monsieur Foscoul a mentionné l'affaire du tribunal de Wiesbaden, mais il faut bien voir que dans différentes régions d'Europe, les conditions cadres varient beaucoup et le problème principal est de développer des normes univoques et uniformes. Le président, par exemple, ne devrait pas avoir le droit, en fait, de prendre l'initiative d'une révocation, d'un limogeage, comme on l'a vu, par exemple, en Russie. Il me semble important à ce stade de souligner que, vu ces normes non contraignantes, la Commission de Venise a dressé une sorte de checklist de la primauté du droit. Et c'est assez utile et pratique. Par exemple, on parle de la légalité, la sécurité juridique, la prévention des abus de pouvoir, l'égalité des droits, interdiction de la discrimination, accès à la juridiction et aussi de l'indépendance et de l'impartialité. Alors, dans ce contexte, la Commission de Venise examine cette checklist. Ces éléments sont l'aune à laquelle l'indépendance doit être jugée. Et notamment, il y a 24 questions considérées comme centrales pour juger de l'indépendance et de l'impartialité, qui sont la nomination à vie limitée, les motifs de licenciement, les règles relatives à l'indépendance des juges, les mandats, les conditions de discipline, etc., la détermination de la procédure de licenciement, la possibilité de faire appel à une révocation. Et un autre point qui me semble très, très important, c'est l'élément de la culture, parce que quelle est l'opinion publique en ce qui concerne les éventuelles influences et manipulations politiques dans la nomination, la promotion des juges, ainsi que dans leurs décisions dans des cas spécifiques. En effet, c'est important de considérer aussi cet élément propre à la culture individuelle d'un pays, comme l'a déjà mentionné M. Grimm. Dans l'ensemble de l'Europe, il faut bien dire que ce facteur culturel joue un grand rôle. On le voit par exemple dans la procédure disciplinaire. Il y a beaucoup de pays où il y a des abus de pouvoir latents, alors que les mêmes procédures, en fait, ne donnent pas dans la pratique lieu à de tels abus. Et cela a fait que dans le cas Volkov contre l'Ukraine d'un côté, Ramos Nunes contre le Portugal d'un autre côté, la Cour européenne des droits de l'homme a tiré des conclusions différentes à partir de cadres similaires. Alors, je pense qu'il y a des problèmes sur l'indépendance de la justice dans tous les pays d'Europe, mais je pense qu'il est difficile de définir une aune à laquelle mesurer tous les cas. Merci beaucoup.